Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première entrevue. Donc, aujourd'hui, on reçoit Madame Monique Sauvé, candidate pour le Parti libéral d'Anfabre. Madame Sauvé, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, Madame Sauvé, avant qu'on commence, je vais vous faire une brève présentation. Donc, vous avez premièrement créé votre propre entreprise, le Personnel Métro, puis vous avez fondé le Carrefour Jeunesse Emploi, un organisme qui accompagne les jeunes lavallois vers l'autonomie en offrant des services qui favorisent l'intégration du marché de l'emploi et la persévérance scolaire. Et plus récemment, vous êtes député de Fabre depuis novembre 2015 C'est bien ça. pour le Parti libéral. Et depuis, vous êtes adjointe parlementaire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, oui, je pense que ça fait un peu le tour. Je suis passée d'entrepreneur à actrice communautaire jusqu'à, bien sûr, femme en politique. Parfait. Donc, je vous explique rapidement le fonctionnement de cette entrevue. On va commencer avec des questions longues qui vont traiter autant de vous que de votre parti. Oui. Puis on va enchaîner avec quelques questions pour piger au hasard et on va finir avec des questions en rafale. Ça vous va? C'est parfait, Alexandre. Merci beaucoup. Parfait. On y va. Avant la campagne électorale, un regroupement de syndicats a posé des pancartes un peu partout au Québec. Donc justement, on va voir une image de cette pancarte à l'écran maintenant. Donc, un peu partout au Québec, dénonçant la ressemblance entre le Parti libéral du Québec et la coalition Avenir Québec. Donc, vous les avez sûrement vus, il y en a un peu partout à Laval. Bien sûr, bien sûr. Donc, selon vous, les deux partis présentent-ils plusieurs similarités ou sont-ils différents à la base? Moi, je vous dirais que plus la campagne électorale avance en termes de jours, plus on peut voir les positions très opposées entre les deux partis. Alors, à commencer, bien sûr, par la vision du Parti libéral, qui est une vision inclusive de tous les citoyens, avec des actions très concrètes pour faciliter la vie des citoyens de tout le Québec. Mais c'est très clair que dans le dialogue avec tous, il y a cette marge de manœuvre qu'on a su dégager à travers notre bilan, qui nous permet de façon très concrète d'offrir des actions aux familles et à tout le monde, mais de le faire de façon très responsable. Donc ça, c'est une saine gestion qui est l'issue de notre bilan, qui nous permet de faciliter la vie des Québécois avec un horizon très réaliste pour eux, avec cette capacité financière que nous avons, ces moyens financiers que nous avons retrouvés. L'autre aspect qui me tient bien à cœur, et là je suis devant toi Alexandre et je peux pas m'empêcher de m'adresser à toi et à la jeunesse, le Parti libéral, et moi pour moi c'est une idée qui est tellement porteuse pour les jeunes, c'est le Fonds des générations. Le Fonds des générations est né de la jeunesse libérale du Québec qui a dit il faut absolument penser à la relève, il faut penser aux générations à venir et rembourser notre dette. Et ce fonds des générations-là, nous sommes les seuls à, bien sûr, avoir été à la naissance comme libéraux, mais aussi de dire il faut qu'il demeure absolument dans son mandat premier de rembourser la dette du Québec pour assurer l'avenir de notre jeunesse et des générations futures. Voilà. Prochaine question. Une question par rapport à l'éducation. Oui. Donc, en fin juillet, M. Philippe Couillard, donc je rappelle le chef du Parti libéral du Québec, s'est engagé à augmenter le budget de l'éducation de 3 milliards de dollars si les libéraux sont réélus. Oui. C'est beaucoup d'argent, on va s'entendre, 3 milliards de dollars Oui. en éducation. Que comptez-vous faire concrètement avec ce 3 milliards-là? Quel genre de mesures, de programmes allez-vous instaurer? Quels sont les besoins les plus criants en éducation? En fait, on va parler d'abord d'une vision. Et ça, je pense que ça parle à tout le monde, d'une vision, parce que le Parti libéral traite de ses préoccupations des citoyens avec une vision importante. La politique de réussite éducative parle de l'éducation du jeune enfant, donc on parle de la petite enfance jusqu'à la réussite scolaire, l'obtention du diplôme. Donc c'est vraiment une vision qui part du service de garde jusqu'à la fin du secondaire collégial et université.
Alors, le budget touche plusieurs aspects. D'abord, il faut qu'on soit dans des écoles qui sont rénovées, qui sont agrandies, des nouvelles écoles qui doivent se construire. Alors, il y a des budgets importants qui vont à ça, vraiment au niveau du parc immobilier. Il y a des écoles qui ont été construites à Laval. Il y a des aménagements. Moi, j'ai visité la semaine passée l'école de l'avenir qui est à Chamédé, qui fait partie de mon comté, où ils ont travaillé. C'est un projet unique au Québec où ils ont fait appel à une entreprise privée, les Maisons Bonneville, pour aménager des sections additionnelles à l'école. Oh, wow. Et c'est vraiment beau avec du bois. C'est fantastique. C'est un milieu de vie scolaire extraordinaire. Alors, il y a de l'aménagement, il y a de la rénovation, de l'agrandissement. Il y a la rénovation aussi des parcs-écoles et des écoles, des cours d'école, pardon. Ensuite, on laisse un peu le parc immobilier parce qu'il faut se préoccuper d'abord et avant tout de l'enfant, de l'étudiant. Donc, c'est les services professionnels. Donc, on a mis de l'argent et on va continuer à en mettre pour des services d'orthopédagogues, par exemple, des psychoéducateurs. Donc, des professionnels qui, de la petite enfance jusqu'à, bien sûr, le niveau supérieur de l'éducation, peuvent accompagner des élèves, oui, dans leur parcours scolaire, mais aussi des jeunes qui ont des problématiques particulières. Ajouter à ça des conseillers d'orientation, parce que mon ancienne vie au Carrefour Jeunesse Emploi me dit que parfois les jeunes, devant tous les métiers, les professions disponibles, c'est un peu mêlant. On ne sait pas trop où aller. On ne sait pas quel métier va nous intéresser. Oui, je confirme. Je te vois, Alexandre. J'ai l'impression que tu ferais un extraordinaire journaliste. Merci. Alors voilà. Mais des fois, c'est pas simple. Des conseils d'orientation, encore là, il y a des sous qui vont être ajoutés. Faire en sorte que dans les écoles, il y a des gens, des professionnels qui peuvent guider les jeunes vers les choix futurs d'études qu'ils ont à faire. Alors donc, le jeune, l'école et aussi la communauté qui entoure l'école. C'est un peu ça, c'est une belle vision. Parfait, c'est très bien résumé. Merci. Prochaine question. Oui. Au début du mandat, Oui. le gouvernement a coupé dans la croissance des dépenses, ce que certains ont appelé l'austérité. Oui. Donc, il y a 2 sous-questions. Oui. Première sous-question, était-ce nécessaire? Parce qu'on a beaucoup critiqué cela. Et deuxième sous-question, est-ce que cela va être bénéfique à long terme pour les Québécois et les Québécoises? Alors, je vous remercie de ne pas avoir nommé le mot austérité tout de suite parce que vous avez bien raison. C'est de freiner la croissance des dépenses qui allait de façon importante impacter aux finances publiques du Québec. Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez juste expliquer la différence entre ce que vous avez fait et l'austérité en tant que telle? Absolument. Très simplement. Très simplement. L'austérité, c'est de couper les budgets des ministères, ce qui n'a pas été fait. Alors donc, de freiner les dépenses, c'est le budget qui augmente. S'il augmente, je prends une figure. Si le budget, les dépenses liées, les dépenses d'un ministère, par exemple le ministère de la Santé ou de l'Éducation, si dans son évolution naturelle, il augmente d'année en année de 8%, à un moment donné, il faut freiner un peu la croissance de ces dépenses. Donc, il faut faire un peu le ménage dans les programmes pour faire en sorte que plutôt d'être à 8%, ce qui nous amène vers un ravin de finances publiques, il faut peut-être regarder l'ensemble des programmes, l'ensemble de l'organisation du ministère pour faire en sorte qu'au lieu d'être à 8%, on est à 4%. Je ne vous donne pas les bons chiffres, je fais juste vous faire une figure. Donc, on n'a pas été à dire moins 4%, on n'a pas été à dire à moins 8%, on n'a pas coupé aucun budget d'aucun ministère n'a été coupé dans l'exercice qui était le nôtre. Alors, on avait un gouffre financier qui venait du dernier gouvernement. Le gouvernement péquiste de Mme Marois. Voilà. Avec un budget du ministre des Finances sans crédit budgétaire, donc des promesses qui avaient été faites sans vraiment être attachées à des crédits. On s'est retrouvé dans un gouffre, un déficit important, alors il fallait faire le ménage. C'était notre façon de se redonner une marge de manœuvre, premièrement, pour être capable de financer les services aux citoyens d'une meilleure façon. Deuxièmement, d'éviter évidemment l'ampleur du gouffre dans lequel on était. Et de pouvoir se donner un peu d'espace pour commencer à rembourser notre dette. Encore une fois, pour les générations futures. Donc, c'est ça qu'on a fait.
On agit en bon père de famille, autrement dit, comme quelqu'un qui est dans sa maison puis qui gère le budget familial puis qui se dit « OK, je dois faire attention cette année pour être capable de se payer des repas, assurer l'éducation de mes enfants. Donc, je dois faire un petit peu attention parce que mes dépenses sont en croissance. On resserre un peu la croissance puis on s'assure d'un budget équilibré. » Le ministre des Finances a déposé 4 budgets équilibrés et on a remboursé une partie de notre dette avec le Fonds des générations. Et maintenant, on a une marge de manœuvre qu'on continue bien sûr à vouloir parce que quand on est dans une bonne santé économique comme on l'est, il arrive un rehaussement de la cote de crédit du Québec, ce qui fait qu'on paye moins d'intérêt, un peu comme quelqu'un qui a son hypothèque puis qui voit son intérêt qui est diminué, ça veut dire plus d'argent dans ses poches. C'est ça qui est arrivé au Québec avec la bonne et saine gestion qu'on a fait. Donc oui, le gouvernement libéral veut continuer, lorsqu'il sera élu le 1er octobre, veut continuer dans cette saine gestion pour assurer une marge de manœuvre et c'est ça qui nous permet de faciliter la vie des citoyens et des Québécois. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, prochain segment, on va piger des enjeux au hasard. Donc il y a 11 questions qui ont été écrites par des jeunes de mon âge et par moi-même. On va en piger une chacun notre tour et Madame Sauvé va les répondre. On peut commencer? Avec grand plaisir. Les petits suspens quand même. Oui. Donc, question d'identité qui fait très polémique. Le port de signes religieux en public par des employés de l'État fait beaucoup polémique au Québec. Quelle est la position du Parti libéral à ce sujet? Écoutez, vous savez qu'il y a un projet de loi qui est devenu loi là-dessus. Il faut retenir, puis on en a beaucoup parlé, il faut retenir bien sûr que c'est simplement le principe de service public qui doit être rendu à visage découvert. Il faut retenir cela. Et je sais que dans bien sûr, les gens qui étaient contre tout cela, c'était pas nécessaire, oui. En termes de prestations de services publics, il fallait donner suite à la commission Bouchard-Taylor. Et d'ailleurs, il y a eu évidemment de la réglementation qui a suivi son cours. Moi, je vous dirais que c'était nécessaire. Mais en même temps, il faut bien sûr, toute la question identitaire, retenir bien plus que le projet de loi 62. Il y avait cet élément-là qu'il fallait régler. On le fait de façon raisonnable, dans le respect de la commission qui a eu cours. Mais au-delà de ça, il faut retenir l'importance du dialogue avec l'ensemble des communautés culturelles. Moi, je vous dirais, comme députée depuis 3 ans, j'ai eu beaucoup de rencontres avec l'ensemble parce que dans Fabre, il y a énormément de communautés culturelles. Et pour moi, là, la loi 62, c'est un petit élément qui était nécessaire pour donner suite à des préoccupations. Mais tout ce qui est lien avec les communautés culturelles, je souhaite qu'on retienne véritablement le dialogue qui est celui du Parti libéral, la volonté d'avoir une société inclusive, de faire en sorte que les enjeux soient traités un à un. Je sais qu'il y a des préoccupations par rapport aux communautés culturelles, mais elles doivent être entendues une à une. Il faut qu'il y ait ces rendez-vous, ces rencontres, et de continuer à leur dire à quel point on a besoin de chacune des communautés, chaque personne immigrante, on a besoin d'eux pour l'avenir économique du Québec. C'est ça qui compte, c'est ça qu'on doit retenir avant toute chose. Prochaine question, je vais la piger. Oui. Tiens, celle-là dans juste le fond, ici. voilà, on pige dans le fond. Santé. Oui. Qu'a fait le gouvernement libéral pour préparer le Québec à la légalisation du cannabis? Ah, mon Dieu. Alors. Donc, d'abord, on va dire une chose très clairement. C'est évidemment la volonté du gouvernement fédéral. Oui. Ça, on va mettre ça très clair. Nous, c'est le déploiement, bien sûr. C'est évidemment l'application de la légalisation du cannabis dont on doit s'occuper au Québec. C'est la ministre Lucie Charlebois qui a piloté le dossier avec beaucoup de brio, beaucoup d'intelligence humaine aussi. Il y a eu une vaste consultation des experts, des parents, des groupes communautaires avant même de présenter un projet de loi. C'était un grand travail. Et une fois qu'on a dit ça, ben là, le projet de loi y était accepté. Donc, ça va bientôt être légalisé. Il faut d'abord se dire que, encore une fois, on agit en bon père et bonne mère de famille
en faisant en sorte qu'on est la seule province qui a mis en place un fonds de prévention. Alors, le fonds de prévention, c'est d'informer les gens, les familles, d'informer les intervenants sociaux, faire en sorte que on informe sur les dangers possibles. Parce que l'objectif de tous, et du fédéral et du provincial, c'est de contrer le marché noir. Parce que présentement, il faut pas se boucher les yeux. Il y a bien sûr la consommation du cannabis dans le cadre d'un marché noir, avec franchement de la cochonnerie qui est vendue. Donc, à tout le moins, si on peut faire en sorte de bien encadrer et la vente et le produit du cannabis à un prix concurrentiel pour diminuer le marché noir, c'est l'application qu'on doit faire au Québec. C'est le rôle responsable de bon père et de bonne mère de famille qu'on doit faire. Moi, j'ai entendu les parents inquiets et je ne vous livrerai pas l'ensemble de ma campagne à moi, mais je suis fière de vous dire que j'ai livré, pas plus tard qu'il y a hier, mon premier engagement local à mes citoyens et à mes familles, et ça touche la légalisation du cannabis. Alors, je vais vous lire mon engagement. Dans le fond, c'est de faire connaître et valoriser l'expertise des intervenants jeunesse de Laval en lien avec la prévention de la consommation du cannabis. Alors, j'ai entendu les parents. J'ai entendu aussi, bien sûr, les enseignants, les acteurs sociaux, les experts. Et franchement, il y a des ressources qui existent. Je pense aux maisons de la famille, aux maisons des jeunes, aux organismes communautaires, aux milieux scolaires aussi qui ont à s'assurer de faire de la prévention. Alors, il faut que, localement, dans les communautés, on fasse le maximum pour rassurer les parents et prévenir une consommation accrue. Parce que à Laval, depuis quelques années, il y a une augmentation de la consommation du cannabis. Je pense que c'est un jeune de 15 ans jusqu'à 34 ans, un jeune sur 5 qui consomme du cannabis. Alors, il faut y voir. Voilà. Et voilà. On est maintenant rendu au dernier segment de cette entrevue, les questions en rafale. Je vous rappelle le concept très rapidement. Donc, je vous pose des questions en rafale, vous répondez 1 ou 2 phrases, gros maximum. Vous êtes prête? Oui. Comment se déroule votre campagne jusqu'à présent? C'est merveilleux. Alors, j'adore rencontrer les gens. C'est pour ça que je suis en politique, entendre leurs enjeux, leurs réalités. Qui ferait un meilleur ministre de la Santé selon vous, Gertrude Bourdon ou Gaétan Barrette? M. Barrette a fait un grand travail. Mme Bourdon a cette grande expérience de gestionnaire et infirmière, sensible à la réalité aussi de tout le personnel de santé. Elle ferait une excellente ministre de la Santé. Un point positif du métier de politicien? Ce sont les rencontres avec les gens, l'engagement qu'on peut avoir et la différence qu'on peut faire pour les citoyens. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et un point négatif? Les heures de répit qui sont très peu nombreuses. Qu'est-ce qui vous effraie le plus à l'idée que la CAQ pourrait former le prochain gouvernement? Écoutez, je pense que c'est excessivement inquiétant de voir toutes les questions liées à l'immigration. Quelle est la réalisation des 3 dernières années dont vous êtes la plus fière? Écoutez, le projet Le cœur n'a pas d'âge, qui était au budget de M. Lightard, un projet que j'ai mené d'un bout à l'autre, briser l'isolement des aînés avec la formation des jeunes bénévoles. Et je sais que l'École internationale a participé à ce projet-là avec Partage humanitaire. Donc, c'est un projet auquel je crois beaucoup et j'en suis très fière. Qui va gagner le 1er octobre? C'est sûr que ce sont les libéraux, gouvernement majoritaire, et je serai là pour les citoyens. Si le Parti libéral est réélu, un poste de ministre vous attendrait-il? Moi, je suis députée et je serai toujours députée, quoi qu'il advienne. Alors moi, mon ambition, c'est de bien représenter mes citoyens. La plus grande qualité de Philippe Couillard, le chef du Parti libéral? C'est un grand chef d'État. Il croit à l'avenir de chacun des Québécois et ça me touche beaucoup à chaque fois. Et son plus grand défaut? J'en ai pas encore trouvé. Alors voilà. On esquive la question. Et finalement, quel est l'enjeu le plus important pour l'avenir du Québec selon vous? Moi, je dirais évidemment la santé économique, parce que quand on a la santé économique, on a tout.
Santé économique dit répartition de la richesse, dit justice sociale, on aide les démunis. Et quand on a une santé économique, ben on peut investir dans l'éducation pour nos jeunes, on peut faire en sorte que nos aînés, les familles ont des soins de santé adéquats. Donc ça part, tout le Québec, l'avenir du Québec, part d'une bonne santé économique. Donc, Madame Sauvé, vous avez le mot de la fin. Je vous laisse 1 minute. Alors, je veux dire à tous, depuis 3 ans, je suis élue, j'ai été députée, je travaille sur le terrain. Je suis une femme de terrain. J'écoute les gens, je porte les réalités des familles, des jeunes, des aînés, des communautés culturelles. Et je porte ça à Québec et je m'assure que les choses changent. Parce qu'au-delà d'entendre ce que les gens ont à nous dire, il faut agir. Il faut faire cette véritable différence pour faciliter la vie des gens. Et c'est ça qui fait en sorte que j'ai été en politique un jour, il y a 2 ans et demi. Et c'est pour ça que je veux continuer à le faire, continuer à m'engager pour l'ensemble des citoyens de Fabre, de tous les quartiers, Laval-sur-le-Lac, les îles, Sainte-Dorothée, Laval-Ouest, Fabreville-Ouest. Alors, tous ces beaux quartiers, et Chemédé aussi, parce que j'ai une petite section maintenant de Chemédé. Donc, tous mes beaux quartiers, les familles de l'ensemble de mon quartier, je veux être là le 2 octobre pour continuer à faire un travail pour eux. Merci. Merci beaucoup, Madame Sauvé. Un grand plaisir, vraiment. Si tu souhaites voir davantage d'entrevues comme celle-ci, encourage-moi en t'abonnant à Tweet Politique. Tu peux aussi prendre le temps d'écrire un commentaire ou de partager la vidéo. Sur ce, au revoir guys et à la prochaine.